Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 15 mai 2025. Le conclave hebdomadaire des membres du gouvernement s'est tenu hier mercredi et s'est penché sur un certain nombre de sujets. Autant il a accouché de quelques décisions. Parmi elles, la plus dure d'ailleurs, la révocation des secrétaires exécutifs des mairies d'Adiara et de Tukuntuna. À l'ordonnatrice du budget d'Adiara, il lui est reproché la surfacturation du coût de 2 prestations au profit de la mairie à hauteur de 3 millions de francs CFA, moyennant une commission d'1 million de francs CFA, dont d'ailleurs 800 000 ont été effectivement empochés. Quant à la secrétaire exécutive qui officie dans le département de l'Atakora, sinon à la mairie de Tukuntuna, elle se serait rendue coupable des faits de complicité, de manipulation ou de falsification de documents administratifs, notamment l'arrêté préfectoral relatif au voyage d'une délégation de la mairie de Tukuntuna en Belgique. À cela s'ajoutent des cas de malversation financière. Les deux cas, l'un mis dans l'autre, et les conflits d'attribution notés par endroit entre maire et secrétaire exécutif nous amènent ce soir à faire un zoom sur la réforme de la décentralisation. On se propose donc de commenter ces irrégularités et pourquoi pas se prononcer sur l'avenir de cette réforme que certains observateurs estiment qu'elle bat de l'aile. En plateau ce soir, nous sommes avec Romiad Houbi, il est journaliste. Romiad Houbi, bonsoir. Bonsoir Ouarab Alipara, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. En face de vous, nous avons Mohamed Saïti, il est juriste et spécialiste du droit de travail. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Alipara. Voilà, bienvenue sur le plateau de l'info continue. Merci bien. Allez, vous avez jeté un coup d'œil sur le relevé du Conseil des ministres, Romiad Houbi. Qu'est-ce que vous notez plus spécifiquement concernant, dois-je dire, cette révocation des SE des mairies de Tukuntuna et d'Adiara? Ben, c'est l'actualité de ce mercredi, puisque à la faveur du Conseil des ministres, la décision est tombée de révoquer donc les secrétaires exécutifs. Ce qui a retenu d'abord mon attention, c'est que ces deux femmes. Vous savez, à la suite de ce qui s'est passé à Porto Novo, où la SE, donc l'SE, a été exclue de la commande publique, je constate qu'il y a deux autres femmes. Je ne suis pas sexiste, mais toujours est-il que j'estime que lorsqu'on érige ou lorsqu'on place une femme à la tête d'une structure, ou qu'une femme a la possibilité ou a cette grâce-là de diriger une structure, ça se dirige mieux. Mais je constate ici qu'il y a peut-être une petite constance dans la mauvaise posture, dans la mauvaise direction, le mauvais management des choses. Donc je constate tout simplement que deux femmes ont fait preuve d'irrégularité et de malversation financière dans nos communes. Et cela révèle encore un problème. Le problème de ce que... Est-ce que c'est la compétence qui est manquante ou justement on a trop tôt fait de simplement juger les gens par rapport à leur qualification académique? D'accord, on va revenir sur les raisons ou la matière qui pose problème exactement. Alors Mohamed Saïti, vous avez vu, je dirais, en tout cas parcouru un peu le relevé du Conseil des ministres. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette affaire de révocation des secrétaires exécutifs de Tukuntuna et de Adiara? Comme l'a dit M. Romiald, j'ai constaté, avec tous les Béninois d'ailleurs, que le relevé du Conseil des ministres d'hier a prononcé des sanctions très graves. C'est vrai, ce sont des sanctions disciplinaires à l'état où nous sommes, mais ce sont des sanctions quand même graves, ou alors les griefs qui sont portés contre ces secrétaires exécutifs, c'est quand même grave. Et nous allons, lors du débat, revenir un peu sur peut-être la suite de cet événement, de ces épisodes qui ont commencé depuis hier. C'est la même remarque que j'allais faire comme Romiald. Le constat est que ce sont des femmes. Et nous avons souvent foi qu'en confiant la gestion d'une structure, notamment qui a le pouvoir financier, le pouvoir de gérer les finances, on a souvent la certitude, ou alors nous avons la foi de ce que, quand c'est la femme,
ça va mieux. Nous n'allons pas nous ériger ici en tribunal, puisque la suite le dira. Ce ne sont que des sanctions disciplinaires. Les concernés peuvent, s'ils le désirent, suivre les voies de recours pour établir leur non-culpabilité de ce qu'on les reproche. Mais on verra la suite. D'accord. Alors, pour rester sur ce volet du genre, vous pensez que ça pose un problème de confiance aux femmes, c'est ça? Bon, on ne pourrait pas tout de suite tirer cette conclusion, mais on observe tout simplement que déjà 3 femmes, et il y a d'autres femmes, parce que vous vous rappelez qu'il y avait une SE et un maire qui se sont retrouvés devant donc les juridictions et l'un ou l'autre s'accusait tout simplement. Et donc, on constate tout simplement que justement que ça soit la femme ou que ça soit l'homme, aujourd'hui, on ne peut plus avoir foi en ceux en qui nous confions peut-être la gestion au niveau de nos communes, de nos collectivités territoriales. Mais mieux, je voudrais, puisque j'insistais sur le fait que le choix de ceux ou celles-là qui sont choisis pour pouvoir quand même gérer désormais nos mairies. On est en train de parler là de 2 personnels. Il y a le personnel politique et il y a le personnel technique. On pourrait dire que c'est une guerre froide entre le personnel politique et le personnel technique. Parce que les maires ont été, disons-le très clairement, ont été dépouillés d'un certain nombre de prérogatives. Et donc, les SE s'arrogent une bonne partie de ce que les maires avaient. Et donc, on pourrait dire que peut-être que les SE, puisque c'est nouvellement que nous faisons cette expérience-là, peut-être qu'ils n'ont pas eu toute la formation qu'il faut pour pouvoir mieux appréhender ce qui devrait relever de leurs prérogatives. Parce que le respect de la procédure en termes de marché public, par exemple, et je reviens surtout sur le cas de Porto Novo, quand on sait que vous avez donc un marché, mais vous saucitionnez, et cela montre tout simplement la mauvaise voie qu'emprunte. Donc, il y a un problème de formation. Moi, j'estime qu'il y a un problème peut-être d'appréhension des tests, d'appréhension du respect de la procédure. Donc là, il y a mal. Alors, je voudrais qu'on se prononce concrètement sur les faits qui sont reprochés aux mises en cause, aux 2 secrétaires exécutifs. En tant que juriste spécialiste des questions, en tout cas juriste spécialiste du droit de travail, quelle lecture faites-vous, je dirais, de ces faits qui leur sont reprochés? D'abord, il est reproché au premier d'avoir organisé avec le directeur du développement local et de la planification la surfacturation du coût de 2 prestations au profit d'un prestataire. C'est-à-dire, plutôt que de prendre, je donne un exemple, plutôt que de prendre 10 000, il dit, bon, je te donnerai 11 000, maintenant tu prendras les 11 000, tu me restitueras les 1000 francs. Les 1000 francs. Donc cette surfacturation dont s'est fait co-auteur la secrétaire exécutive et le directeur de la planification locale sont constitutives de ce qu'on pourrait qualifier de faux en écriture publique. D'accord. De faux en écriture publique. Et le législateur du code pénal béninois, le législateur béninois a érigé le faux en écriture publique comme un crime. Donc ça veut dire que c'est suffisamment grave ce qu'on reproche à ces 2 personnes. D'accord. Le faux en écriture publique, c'est suffisamment grave. On a la nature des faits, si on suit votre analyse, on rentre dans, je dirais, la colonne du crime. C'est un crime. Vous savez qu'en droit, nous avons 3 catégories d'infractions. Nous avons le plus petit qui sont les contraventions, le moyen qui est au milieu, les délits, et le crime. Et là, c'est sanctionné durement, avec fermeté. C'est sûr que, parce que le Conseil des ministres dit à la fin de cette décision que les ministres concernés sont instruits à l'effet de prendre des mesures pour sanctionner. C'est d'abord une mesure disciplinaire qui a cette révocation au Conseil des ministres. Maintenant, j'estime que dans les jours à venir, le ministre de la Justice va prendre certainement, va saisir les procureurs concernés pour engager une poursuite pénale à l'encontre de ces... Et la nature du second cas, le cas c'est également la manipulation d'un document administratif. C'est toujours le faux. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, nous sommes en présence d'un crime et ma foi, la sanction, elle va être un peu plus dure pour ces 2
deux secrétaires exécutifs qui viennent de mettre à mal. Nous ne disons pas qu'elles sont encore coupables. Au regard du relevé du Conseil des ministres, nous pensons que c'est grave. D'accord. C'est grave. Alors, Romia de Roubi, quand on a pensé, n'est-ce pas, à cette réforme de la décentralisation, quand on a pensé insérer les SE dans nos mairies, c'est pour apporter une solution au regard d'un certain nombre de problèmes. Peut-on dire que la solution s'apparente finalement à un autre problème? Bon, on pourrait dire que la réforme a été, certainement, il y a de bonnes intentions au départ. Il y a de bonnes intentions. On a voulu quand même séparer le personnel politique du personnel technique. On a voulu quand même apporter une compétence à nos mairies parce qu'effectivement, il faut rappeler que nos mairies, nos collectivités territoriales manquent cruellement de compétences. Et donc, nous n'avions pas de compétences à la base. Et donc, il faut pouvoir ceci. Et l'État central a pensé mettre en œuvre cette réforme-là pour pouvoir permettre donc la mise à disponibilité de cette compétence. Mais dans la mise en œuvre, il peut y avoir des difficultés. Vous savez, il peut y avoir des difficultés comme celles qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, ce serait toujours bien de pouvoir ajuster les choses au fil du temps. Mais, comme je le disais, c'est-à-dire que peut-être le choix, la manière de faire le choix, puisque c'est les qualifications académiques, vous comprenez? Et puis, on passe par un tirage au sort. Et peut-être que la formation, toute la formation complète devrait suivre pour pouvoir permettre à ces personnes-là d'être mieux aguerries, pour pouvoir répondre justement à tout ce qui les attend. Parce que n'oubliez pas, vous venez sur un terrain alors qu'il y a d'autres personnes qui s'arrogeaient justement ces prérogatives, vous les prenez et ils peuvent également être des victimes, on le sait jamais. On le sait déjà. Voilà. Alors, Mohamed Saïti, il y a que cette réforme, je vous fais pratiquement la même question que Romia de Roubi, il y a que cette réforme est censée apporter une solution. Quelle lecture vous en faites dans la mise en œuvre aujourd'hui? Oui, vous allez constater que il y avait de la bonne volonté, d'accord, de la part de l'exécutif d'apporter cette énergie aux communes sur la question de la gestion technique et la gestion administrative. Et donc, nous avons fait la part des compétences politiques, des prérogatives politiques qui sont réservées aux maires et les compétences ou alors les prérogatives techniques et administratives qui sont réservées désormais au secrétaire exécutif. C'est une bonne volonté, c'est très bien. Et maintenant, il faut l'accompagnement de cette réforme par les personnes qui sont désignées pour jouer le rôle de secrétaire exécutif. Par endroit, on pourrait penser que ça va. Et il y a des cas où, tels que ce qui se fait à Djara et à Tokontona, les cas sont révélateurs de ce qu'il y a un malaise. Il y a un malaise. Mais ce qui est bien, il faut déjà dire que dès lors qu'on découvre qu'il y a de tels agissements peu orthodoxes, des agissements qui ne sont pas conformes aux intérêts des communes, il y a des poursuites qui... des sanctions qui vont être... Alors, quand le problème se pose et qu'on sent que dans la plupart du cas, ce sont les SE qui sont impliqués, est-ce qu'il faut se poser la question de savoir si les SE avaient vraiment pris la hauteur ou la nature de l'enjeu qu'il faut quand on les envoyait sur le terrain? Non, il faut dire que, comme M. Roumial vient de le dire, tout ce qui est prérogative des SE aujourd'hui était prérogative des maires. Et donc ça veut dire que les maires seraient les personnes impliquées dans de pareilles situations. En temps normal. En temps normal. Le SE, en venant avec toutes ces prérogatives, parce qu'il a des compétences propres sur lesquelles le maire ne peut pas transiger avec lui. D'accord? Il n'est sous le maire. Il n'y a qu'une relation de hiérarchie, de subordination que lorsque le maire exerce ses compétences propres. Mais lorsque le SE exerce ses compétences propres, et ma foi, ces compétences, c'est véritablement de grandes prérogatives que l'on a reconnues au secrétaire exécutif. Je pense que les SE qui s'hasardent sur ces chemins n'ont pas mesuré l'ampleur, n'ont pas mesuré l'enjeu de ce qui les attendait lorsqu'ils prenaient... et tout à l'heure, nous l'avons dit, il y a des SE, quand ils ont vu... que de tels comportements ne les arrangent pas, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont démissionné. Ils ont claqué la porte. Alors, peut-on dire que les SE n'ont pas pris comme cela se doit la hauteur ou la nature de l'enjeu, la chaleur même de l'enjeu qui accompagnait cette réforme? Parce qu'on a noté, puisque vous avez cité le cas de Porto Novo, il y a d'autres cas où on sent que, entre le SE et le maire, il y a chevauchement avant qu'on arrive donc à ces cas récents, le cas d'Adjara et de Tunkutuna. Peut-on dire que les SE n'ont pas bien perçu la mission, en tout cas certains, si on peut dire les choses ainsi, exactement, n'ont pas bien perçu la nature de l'enjeu? On pourrait dire que certains n'ont pas bien perçu la nature, sinon l'enjeu, le gros enjeu qui est dédié quand même à cette réforme-là. Sinon, dans d'autres communes, ça va. Et puis, pour le moment, on n'entend rien. Pour le moment. Donc, on peut présager de ce que ça va. Mais dans d'autres communes, justement, il y a toujours ces guéguerres. Et au-delà du maire et au niveau du SE, il y a quand même une guerre froide également entre les PRMP et justement les SE. Parce que la personne responsable des marchés publics connaît un peu la procédure. Connaît un peu les règles à suivre, pourrait aider justement les SE, comme certains SE se trouvent tout puissants. Donc, même la PRMP ou le PRMP n'est pas justement associé. Et on tombe dans ces hécatombes véritablement. Donc, moi, je voudrais tout simplement espérer que les SE puissent prendre la mesure de la chose. Mais ce qui est important à relever et ce qui est positif de mon point de vue, c'est que le gouvernement a mis en place une cellule pour pouvoir quand même assurer la veille et le contrôle. Et je crois que c'est avec cette cellule d'ailleurs qu'on a constaté qu'il y a mal donné. Exactement. Et donc, il y a justement ces structures qui sont là, qui ont été mises en place par le gouvernement pour pouvoir contrôler, pour pouvoir vérifier un certain nombre de choses. Mais je crois qu'il doit avoir un cadre périodique de sensibilisation, de formation avec CSE. Des renforcements de capacité ne doivent pas manquer selon vous. Alors, Mohamed, je voudrais voir cet aspect avec vous. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en quelque sorte pour corriger ces formes de guéguerre qu'on note? Parce qu'au-delà des malversations financières et autres, on note des guéguerres également entre maires et SE. Parce que comme vous l'avez développé tout à l'heure, les prérogatives qui sont aujourd'hui celles des secrétaires exécutifs, dans le passé, c'était, je dirais, la chasse gardée des maires eux-mêmes. Alors, comment corriger cette histoire, puisque la réforme est en cours, elle est en train d'être éprouvée? La réforme est en cours, il faut l'accompagner pour voir ce que ça va donner. Mais il faut accompagner cette réforme à travers les formations. Vous savez, pour être SE, il suffit juste d'avoir un bac plus 5 ans, avoir une expérience de 5 ans. D'accord. Mais est-ce que l'expérience, on jauge, ou est-ce que nous avons eu l'expérience? Est-ce qu'on va considérer les stages? Enfin, ce n'est pas suffisant. D'accord. Il faut, dans la mise en œuvre de cette réforme, accompagner les SE ou alors tout le personnel, que ce soit le personnel politique ou le personnel administratif et technique, les accompagner par ces formations périodiques, ces renforcements de capacités, parce que à l'occasion de ces formations, on va les montrer les interactions qui doivent exister pour que les intérêts de la commune, puisqu'ils sont là, le maire est là pour l'intérêt de la commune, le SE est là pour assurer l'intérêt. Et d'ailleurs, ce qu'ils leur sont reprochés, c'est cette menace, d'accord, qui pèse sur l'intérêt communal qui fait qu'on les poursuit, d'accord. Donc, il faut les sensibiliser suffisamment sur l'intérêt de l'entité à la tête de laquelle ils se trouvent. Et s'ils mettent à cœur l'intérêt communal, l'intérêt de l'entité qu'ils représentent, j'estime que ils vont diluer un peu les énergies, les fougues, de sorte à collaborer, parce qu'ils sont passants, ils ont un mandat de 5 ans. Après, ils vont partir. Il faut laisser de très bonnes impressions lorsque vous quittez une mairie. D'accord. Et donc, comment est-ce qu'il faut entretenir les rapports de travail? Le SE, il est la hiérarchie au niveau de l'administratif, et donc, tout le personnel répond de lui. D'accord. Quels sont les rapports qui doivent exister entre le SE et le personnel? Vous pensez qu'il faut constamment le leur rappeler? Il faut constamment le leur rappeler. D'accord. D'accord. Et la finalité doit être toujours l'intérêt de la
commune. Alors, Romuald, oui, pensez-vous que la réforme, on le sait, elle est nouvelle. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on est bon à la première expérimentation que les choses chevauchent par endroits et qu'au fil du temps, les réajustements peuvent venir et que, bon, ces problèmes seront désormais derrière nous? Bon, on pourrait espérer. On pourrait espérer que, justement, au fur et à mesure qu'on évolue dans la mise en œuvre de cette réforme, que les choses puissent être réajustées. Parce que je suis sûr que quand vous apprenez la révocation de 2 SE aujourd'hui, au même moment. Pour ces cas-là, donc quand vous êtes SE dans une commune, vous devez quand même savoir que, si moi je pose cet acte, tout le monde d'abord. Tout le monde saura. Parce qu'on commence pas à se dire, mais à qui le tout? À qui le tout là? Exactement. Et donc, les SE, les autres, ont justement cette opportunité-là de se rattraper. Si peut-être il faisait des choses qui n'étaient pas orthodoxes, je crois que c'est le moment de ne plus le faire. Et s'ils envisageaient aussi, c'est le moment, n'est-ce pas, de laisser tomber ce projet. Exactement. Mais je crois que également, il faut véritablement un cahier de charges qui est bien structuré entre le maire et le SE. Parce que, en réalité, j'ai bien l'impression que le cahier de charges n'est pas trop clair et très compris pour qu'il n'y ait pas chevauchement. Parce que si le SE estime qu'il a Bac plus 5 et un certain nombre d'expériences, et que le maire n'a même pas Bac plus 3, peut-être il se croit donc au-dessus du maire, alors que l'autre a un mandat politique. Il a un mandat politique et donc n'oublions pas. Il a besoin... et que ses administrés le regardent, il a envie de répondre, mais à un moment donné, il est freiné par son SE qui détient, je dirais, le pouvoir qu'il faut. Exactement. Et le SE ne répond pas, n'a pas en réalité un compte rendu, ou du moins en tout cas, une obligation. Au niveau des administrés. Exactement. D'accord. Oui, Mohamed. Il faut dire déjà que puisqu'il existe 2 types de relations entre le SE et le maire, une relation fonctionnelle. Et là, dans la relation fonctionnelle, le SE a des prérogatives qui lui sont propres. Et maintenant, il y a une relation hiérarchique. Et là, lorsque le maire exerce ses prérogatives, qui ne sont pas les mêmes avec le SE d'ailleurs, donc il y a une relation hiérarchique entre ces 2 personnes. Et à ce titre, le SE a l'obligation de réédition du compte à l'adresse du maire. Donc quelque part, mieux, le SE n'a pas de volonté. Le SE n'a pas de volonté. Il y a cette volonté politique qui est manifestée par le conseil de supervision à travers l'adoption du budget, validé par le conseil communal. Et en principe, le problème ne devrait pas se poser à partir du moment où le budget n'a pas été adopté par le SE. C'est vrai pour les besoins du personnel, le SE va intégrer des données dans les budgets primitifs avant que cela ne soit adopté. Mais à partir du moment où le budget est adopté, en principe, on ne va pas au-delà du budget. Le maire n'a qu'à suivre ce que le budget a prévu. Et s'il y a des dépenses supplémentaires qu'on n'avait pas prévues, alors là, il y a le collectif budgétaire. On essaie de mettre tout ceci en œuvre pour recadrer. Donc, il y a le cadre technique, le cadre juridique existe pour que l'on n'aille pas dans des dérives. À partir du moment où chacun reste dans son carcan, chacun reste dans ses prérogatives, il n'y a pas de problème. Maintenant, le maire a un mandat électif, un mandat politique, il doit répondre devant ses mandats. Bon, il y a parfois des agissements qui font que le maire et les SE ne peuvent pas s'entendre, alors que si c'était lui qui était ordonnateur du budget, il aurait pu facilement... il aurait pu facilement circuler sans avoir des moments donnés, je dirais, des feux tricolores à respecter, surtout quand le rouge... Mais n'oubliez pas, et je l'ai dit subtilement, les SE peuvent également être des victimes. Parce qu'en réalité... Qu'est-ce que vous voulez laisser entendre? Parce qu'ils peuvent être, tout simplement, ils peuvent tomber dans des pièges érigés par le personnel politique. Ça peut se faire. Par endroit, mais le cas qu'on a cité ici, quand on suit le relevé du Conseil des ministres, on ne sent pas une implication, je dirais, du politique. Je suis d'accord. Mais bon, vous savez, il y a des choses qui se passent. Des noms dits par endroit. Par endroit. Et donc, attention, parce que lorsque, par exemple, vous lancez un appel donc à soumission, peut-être un appel d'offres et tout ça, mais sachez que tous ceux qui ont soumissionné, il peut y avoir des personnes qui ont été mécontentes et qui peuvent se plaindre, qui ont des voies de recours. Et donc les SE peut-être n'appréhendent pas tout ce contour-là. Même des personnes intéressées, des personnes politiques, même des agents de la mairie,
peuvent justement explorer ces voies de recours. Donc, il faut faire attention même pour la commande publique. D'accord. Alors, je reviens vers vous. Il n'y a que sous ce régime, un travail est fait, n'est-ce pas, pour lutter contre la corruption. Au-delà du crime dont vous parlez tout à l'heure, on note qu'il y a une forme de corruption. Il y a une forme de corruption ici et que les agents devraient quand même se dire, mais on a affaire à un régime qui n'a pas la même morte en ce qui concerne des agissements pareils, qu'on a eu des cas où les gens ont été sanctionnés, condamnés, n'est-ce pas, pour ces genres d'actes, mais on note que la corruption semble avoir la peau dure et les gens ne tarissent par d'ingéniosité, n'est-ce pas, pour agir, pour poser des actes. Ça ne va pas finir, rassurez-vous. Ah bon? Ça ne va pas finir. Et il vaut mieux au niveau de l'exécutif, au niveau du gouvernement, prendre toujours les mesures, être intraitable quant à la répression de ces agissements, de sorte à dissuader toute velléité qui tend à faire diminuer. D'accord, à diminuer. Moi, je reste convaincu que ça a diminué. Ce n'est pas fini. D'accord, ce n'est pas fini, mais je reste convaincu que ça a diminué. Il y en a qui, quand ils veulent agir, se rappellent que, ah oui, il y a une telle entité juridictionnelle qui à tout moment peut frapper très fort. Oui. Alors, on diminue nos ardeurs, on calme nos ardeurs, on ne le fait plus. Et malheureusement, ces SE ont pensé qu'ils vont se faufiler dans ces mailles, échapper. Et mieux, regardez pour le cas du Tukuntuna. Le préfet, le préfet de la Takora, selon le relevé du Conseil des ministres, mise en demeure le SE à l'effet de restituer les fonds. Mais il est resté insensible. Les fonds indûment perçus. Il est resté insensible à cet appel de la préfète jusqu'à ce que la cellule de contrôle soit là et on découvre ces malversations et la procédure est engagée. Mieux, il y a deux procédures pour révoquer un SE. Il y a la procédure qui peut être faite devant le conseil communal, devant le maire, ou le conseil de supervision. Et il y a également la procédure que nous avons vue, celle prononcée par le Conseil des ministres. J'estime que si ça va en Conseil des ministres, plutôt que de rester, plutôt que la décision soit prise au niveau du maire, ça veut dire qu'il y a quelque part une volonté au niveau de l'exécutif de durement réprimer pour faire diminuer ces cas de corruption. Mais rassurez-vous, monsieur Wahab, ça ne va pas finir. Ça peut diminuer. Ça peut diminuer. Ça va finir. Allez, la corruption semble avoir la peau dure. Hein, ben oui, il y a la volonté qui est affichée et au travers d'un certain nombre de juridictions et puis on sanctionne les gens, mais rassurez-vous, on ne peut pas éradiquer la corruption. Il ne peut pas y avoir corruption zéro, mais on peut quand même changer les mentalités et beaucoup de choses ont changé. Depuis quelques années, il y a quand même cette peur-là, cette crainte qui s'est installée dans l'opinion, seulement qu'il y a certains qui estiment que bon, ils peuvent résister. Ils peuvent résister à toute l'architecture qui a été mise en place. Toujours est-il que, vous savez, on est en train de parler quand même de 117 communes. Pour 117 communes, on n'a pas même pas la moitié dans lesquelles nous avons ces agissements-là. Donc on peut être heureux. Encore parler de bonnes nouvelles pour l'instant. Voilà, de bonnes nouvelles. Et le gouvernement a bien fait de taper du poing sur la table quand on constate ça et là ces agissements. D'accord. Alors, je vous amène sur un autre terrain, le temps qu'on puisse rapidement conclure. Comment vous voyez le futur de cette réforme au-delà donc de ces agissements qu'on a eu, ces comportements des SE qui ont été révoqués pour malversation financière et autres, au niveau des chevauchements également qu'il y a entre SE et maire, parce qu'on sent qu'à des moments donnés, l'un veut circuler dans le couloir de l'autre et autres. Comment vous voyez le futur donc de cette réforme de la décentralisation? C'est déjà un acte de courage que d'engager cette réforme. D'accord. Et ces agissements qui sont intervenus en dehors du cas de Adjara et de Tukuntuna, il y en a eu par le passé, vont permettre à l'exécutif, au gouvernement d'apporter des ajustements pour que cette réforme puisse véritablement être imbibée dans le quotidien du Béninois. Et donc, on va partir de ces cas que nous avons vécus pour reformer, pour apporter des ajustements à ce qui est déjà là. Et ça permettra un lendemain meilleur à cette réforme où chacun qui aspire, puisque bientôt nous aurons aux élections communales et municipales, que le maire qui vient,
sache que voilà la réglementation en cette matière. D'accord. Et quand je viens, voilà mes prérogatives. Et le SE, avant le SE, d'abord, le maire, c'est très important, qui sache que, je vais quelque part où je n'ai que d'habilitation de prérogatives politiques. D'accord. Et voici en quoi consistent mes prérogatives. Il connaît son champ d'exécution, son champ de compétences. Son champ de compétences. À partir de cet instant, le maire qui, encore que les partis politiques prennent de plus en plus de force, les partis doivent être amenés à former ces maires à l'effet de savoir le champ dans lequel il doit circuler. À partir du moment où chacun sait là où il doit circuler, à partir du moment où les sanctions sont administrées aujourd'hui, à partir du moment où l'on a ajusté en tenant compte des tas, en tenant compte des ratés d'aujourd'hui, je pense que cette réforme pourra avoir de beaux jours devant elle. Vous voyez un avenir radieux pour cette réforme? Revient de vous, oui? Oui, ce serait votre conclusion. Oui, parce que pour moi, ce sont quelques actions mauvaises que nous constatons. Donc, on peut toujours espérer. Quand on sait qu'on peut corriger les choses au fur et à mesure, donc on peut espérer un bel avenir. Mais toujours est-il que j'ai cette crainte-là de ce que, est-ce qu'il n'y aura pas l'érection d'un certain désintérêt pour la chose politique, c'est-à-dire au lieu d'être maire d'une commune, on aurait préféré d'être SE, parce que justement... Mais on va se dire que s'il faut être SE, s'impliquer chaque fois dans les histoires de faux en écriture publique, ça ne vaut pas la peine. Non, mais il faut quand même relever cet aspect de la chose. Les SE aujourd'hui sont dans de meilleures conditions. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi on devrait donc faire une discussion en tout cas on était prise pour que vraiment il ne puisse pas se faire appâter par ces montants qu'on a vu qui vraiment suscitent quelque peu de tristesse. 3 millions, 800 000. Oui. Les SE sont dans de meilleures conditions. Vous voyez, en termes de déplacement, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir et vous les avez fait. Mais mis à part ça, vous avez des conditions optimales. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait demander ou justement vouloir encore d'autres choses. Quelqu'un l'a dit, il y a certains SE qui ont voulu être plus gourmands, plus gloutons. D'accord. Merci beaucoup. Le temps est vite passé. Vous voulez dire 2 petits mots? Très vite. Très vite. Moi, je ne pense pas comme les politiques. Et peut-être ce sont des questions politiques qui amènent les maires à voir ces comportements. Les tests sont clairs. Et je vous assure que si chacun essaie de rester dans son couloir, il n'y aura pas de problème. Voilà. Merci beaucoup Mohamed Saïti, juriste, spécialiste du droit de travail. Romia Dongoui, journaliste, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. On se retrouve demain soir à 20h. Nous serons en direct. Allez, portez-vous bien.